Votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam-tam tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Bonsoir, un titre à la une de ce magazine, c'est Roch Marc Christian Kaboré qui a été élu au premier tour président de Burkina Faso. À la présidentielle, donc, il a récolté 53,43% des voix au Burkina Faso contre 29,66% pour son challenger Zéphirin Diabré. Également ce soir, nous serons en multiplex avec la cité phocéenne où se tiennent les assises nationales de lutte contre la négrophobie. On se rappelle qu'il y a de cela 60 ans, le 1er décembre 1955, Rosa Parks, une jeune femme noire, refuse de céder sa place à un blanc dans un bus de l'Alabama aux États-Unis. Mais bien avant cela, ce soir dans ce studio, nous sommes avec une invitée. Elle s'appelle Emmanuela Chonanga. Bonsoir Emmanuela. Bonsoir Noël. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est l'une des responsables de l'association Aide qui lutte contre le sida. C'est bien cela? Oui, je suis animatrice à l'association Aide, association de lutte contre le sida et les maladies. Bien. Ce soir, vous êtes là avec nous parce que nous souhaitons effectivement échanger avec vous et comprendre dans la diaspora aujourd'hui où est-ce qu'on en est par rapport à ce combat contre le VIH et les IST. Bien entendu, également, dans le cadre de notre réflexion de ce mois, nous parlerons des ravages que posent effectivement les dérives religieuses. Effectivement, aujourd'hui, il est difficile de comprendre que pendant que les églises se vident, ce sont les personnes venues d'Afrique qui les remplissent. Est-ce à dire que les Africains ont rencontré Dieu à un moment où les Occidentaux qui eux-mêmes leur ont présenté ces religions? Difficile de comprendre dans la deuxième partie de ce magazine. Donc, nous serons dans le débat avec cette question. Avant donc de rentrer dans le vif de nos échanges, souhaiter la bienvenue à tout ce beau monde, on propose cette brève ponctuation musicale. Wake up early every morning.
Antenne Tropicale, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Merci donc à Yvonne Tchaka qui a rappelé bien des choses à certains d'entre vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks, une jeune femme noire, refuse de céder sa place à un blanc dans un bus de l'Alabama aux États-Unis. Arrêtée et condamnée à payer une amende, elle devient le symbole même de la lutte contre la ségrégation. Ce soir, l'émission Tantan Tropical s'est fait donc un plaisir de nous conduire dans l'hémicycle de la région PACA à l'occasion des assises nationales de la lutte contre la négrophobie organisée par le collectif des Rosas. Nous avons déjà en ligne Marie-Louise Mendy. Bonsoir Marie-Louise. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Merci. Alors, vous êtes la responsable chargée de la communication pour ce soir dans le collectif des Rosas. Dites-nous, quelle est l'ambiance qui règne ce soir dans l'hémicycle? Eh bien, disons qu'il y a quand même pas mal de monde donc, au sein de l'hémicycle. Nous avons eu plusieurs interventions de différentes associations. Oui. Dans le CPPME, le collectif PACA pour la mémoire de l'esclavage. Oui. Le CRAN, donc le président qui est Georges Huitin, que tout le monde connaît, je suppose. Bien entendu. Oui. Et d'autres interventions d'une élue qui est d'origine comorienne. Comment elle s'appelle, l'élu en question? Malicia Saïd. D'accord. Dites-nous pour comprendre, quel est l'objectif de cette rencontre qui se tient ce soir? En fait, le collectif des Rosas est une association, un collectif de femmes noires marseillaises, en grosse majorité, qui luttent pour... excusez-moi. Allez-y, on comprend l'émotion. Continuez. Oui. En fait, qui s'est créé il y a 2 ans pour fédérer, pour valoriser l'apport des différentes cultures et de dénoncer le racisme en général. D'accord. Alors, pour comprendre aujourd'hui, pour ce colloque, combien de structures associatives avez-vous pu rassembler autour de cet événement? Nous avons une vingtaine de partenaires, donc associations toutes confondues, de l'Afrique, des Antilles, des associations nationales. D'accord. Sur le point de vue géographique, ces structures se retrouvent majoritairement sur Marseille ou alors vous avez pu rassembler au-delà de Marseille? C'est quand même une grande majorité des Marseillais. C'est plutôt des Marseillais. D'accord. Est-ce qu'il y a des Lyonnais parmi vous? Non, pas encore, mais... Pas encore. Ça va venir. Ça va venir. Rassurez-vous. Alors, notre souhait ce soir, c'est d'apporter notre soutien à cet événement qui est fort louable, sachant que la négrophobie, comme vous le dites si bien, c'est un racisme invisible. Et la question que je veux vous poser, c'est de savoir, est-ce que, en dehors des structures associatives, au quotidien, vous rencontrez des gens qui souhaitent rallier votre combat? Allô? Excusez-moi, j'ai pas trop bien La question, c'est de savoir si, en dehors des associations qui sont déjà des structures organisées, est-ce que dans les rues de Marseille, ceux à qui vous parlez de de ce combat, cette action que vous menez aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui souhaitent rallier votre combat, vous rejoindre? Oui, depuis, disons que ça fait 2 ans, même 3 ans qu'on existe depuis, donc, 1er décembre 2012. C'est qu'au début, on s'est formé, il y avait quelques associations. Depuis, nous sommes une vingtaine d'associations et de partenaires qui se sont ralliés à notre cause, parce qu'ils sont aussi concernés, et puis notre démarche a beaucoup plu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons organisé ce colloque, donc dans le cadre du 60e anniversaire de l'acte de Rosa Parks et le 10e anniversaire de sa mort. Pour comprendre ce soir, ceux qui sont présents, qu'est-ce qu'ils partagent le plus? L'acte de Rosa Parks ou alors la démarche qui consiste aujourd'hui à faire mémoire? Je pense les deux. Les deux. Parce qu'ils sont beaucoup touchés, et puis avec tout ce qui se passe actuellement. Donc, je pense qu'ils sont ralliés à notre cause, que tout le monde est concerné. C'est pas que les Noirs, c'est pas que les Arabes, c'est pas que les Musulmans, c'est tout le monde qui est concerné. Donc, très bien. Merci beaucoup Marie-Louise Mendy. On revient vers vous dans un petit moment. Donc on rappelle à ceux qui prennent le train en marche que ce soir se tient dans l'hémicycle de la région PACA, c'est à Marseille, donc les assises nationales de la lutte contre la négrophobie qui est ce racisme qui est dit invisible. Merci Marie-Louise, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour la suite de ce rendez-vous. Merci.
Merci, au revoir. Au revoir. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Retour dans ce studio 91.5 de Radio Pluriel. Donc, nous étions avec Marie-Louise Mendy, qui est donc chargée de communication du collectif des Rosas, ce groupe qui se donne pour ambition, donc, effectivement, de faire mémoire sur ce geste fort, courageux, qui a quand même valu une amende à Rosas Park. Dans ce studio, nous sommes avec Emmanuela Shonanga. Bonsoir, Emmanuela. Manuela, pour nous parler donc de la lutte contre le sida, rappelons donc ce soir qu'effectivement la lutte, le 1er décembre de chaque année, c'est la date qui marque la lutte Journée mondiale contre le sida. Jusque-là, qu'avez-vous fait pour, on va dire, pour les immigrés, pour les Noirs qui, on le sait de manière empirique, n'aiment pas utiliser le préservatif et on sait que le sida fait des ravages. Est-ce que votre combat est entendu à Lyon? Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à comprendre l'importance. Oui, allez-y. L'importance de se faire dépister, même s'il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais je veux dire, comme on sait que les Noirs n'aiment pas, on le dit, je dis bien de manière empirique, hein, moi je n'ai aucun chiffre, je n'ai rien de précis dessus. Est-ce que c'est vérifié d'ailleurs? Vérifier que les Noirs n'aiment pas utiliser les préservatifs? Non, c'est pas vérifié. Je rencontre beaucoup dans mes actions que je mène à l'extérieur vers la population noire, en guillemets. Il y en a beaucoup qui utilisent des préservatifs. Après, il y en a qui n'aiment pas. Ça existe aussi dans la population en général, blanche aussi. Il y a des personnes qui n'aiment pas, oui. Est-ce que aujourd'hui il y a une différence entre les années où vous avez commencé ce combat contre au niveau de la prévention? Oui, ça fait presque 4 ans que je commençais à mener mes actions, principalement dans le 7e, vers la grande rue de la Guillotière, où il y a surtout beaucoup de commerces africains, afro-caribéens. Et au départ, les gens étaient plus ou moins un peu réservés, mais ils ont appris quand même à s'habituer au fait que je passe souvent, régulièrement, au moins 2 fois par semaine. Donc, je pense qu'il y a quand même une nette amélioration. Les gens viennent se dépister de manière spontanée. Ils viennent spontanément. Au niveau, on va dire, du taux de contamination, il est en baisse, il en a de régression, ou il est stagnant? Du plan général ou... De manière générale. De manière générale et aussi au niveau des populations provenant d'Afrique. Bon, selon les derniers chiffres, en 2013... En France, il y avait à peu près 6200 de personnes qui ont découvert la séropositivité. D'accord. 6200, en général, 6200 personnes au niveau de la France. Voilà. Après, au niveau de Lyon, il y a 254 personnes. Ça, c'est le chiffre de 2013. Et actuellement, de manière empirique, quand vous observez les Africains, est-ce que cela les touche? Est-ce que ce message passe? De savoir... On a entendu dire par exemple les choses comme quoi les Africains, certains pensent que le sida ne se transmet pas de manière scientifique. Pour eux, c'est pas la sorcellerie, des histoires de ce genre-là. Est-ce qu'ils y croient encore ou pas du tout? Il y a toujours un groupe de négationnistes qui croient que c'est des complots, si ça n'existe pas et tout. Mais la grande majorité ont pris conscience que le sida, c'est pas une histoire de complot. Puisqu'il y a des malades qui sont là, il y a des personnes qui sont malades et qui voient, ou qui ont leurs familles qui ont été touchées, ou quelqu'un qui leur est proche. Donc du coup, voilà, la majorité quand même des personnes savent que le sida existe. Après, il y a toujours des personnes qui n'y croient pas beaucoup. Mais... Quel aspect le plus difficile de ce travail que vous faites aujourd'hui? Le plus difficile, c'est la crainte de la stigmatisation. Quand on part pour faire de la prévention auprès de la population africaine,
pour elle, se faire dépister, c'est avoir l'éventualité de se savoir séropositif. Et après, si on est séropositif, les autres vont te montrer du doigt. D'accord, très bien. On revient vers vous dans quelques instants, le temps de faire dans le tour du continent via les ondes. On va directement donc au Burkina Faso où Roch Marc Christian Kaboré a été proclamé vainqueur de la présidentielle avec 53,43% des voix au Burkina Faso contre 29,66% pour son challenger Zéphirin Diabré. Banquier de formation et âgé de 58 ans, c'est dans le régime de Blaise Compaoré que Monsieur Roch Marc a connu une ascension fulgurante. Il fut le premier ministre de Compaoré et plusieurs fois ministre. Député du parti présidentiel, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, il en a été également le patron pendant plus de 10 ans. Pendant 26 ans, il est resté le compagnon le plus fidèle de Blaise Compaoré. Roch Marc Christian Kaboré n'a abandonné le président Blaise Compaoré qu'en janvier 2014, 10 mois avant sa chute. C'est lui qui sera donc investi dans un mois comme troisième président de la 5e République du Burkina Faso, est présenté comme un homme affable, modéré et adepte du consensus. Pour les 5 prochaines années, c'est cette personnalité qui va diriger les 18 millions de Burkinabés. En lien avec nous ce soir également, nous sommes avec Marcelin Sommet, avocat au barreau de Lyon. Il est le président de l'association des Burkinabés de Lyon qui va nous donner ce ressenti après sélection. Marcelin Sommet, bonsoir. Bonsoir Juvenal, bonsoir à tous les auditeurs de Tam Tam Tropical. Dites-nous Marcelin Sommet, très franchement, pensez-vous que l'homme qui a été pendant 26 ans un des plus proches de Blaise Compaoré peut apporter une différence aujourd'hui, peut faire la différence par rapport à ce que nous avons connu dans le passé? Alors, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre de façon tranchée parce que un homme peut être effectivement dans un système qui est décrié et puis au sortir de ce système, tirer les leçons et appliquer une politique totalement différente de l'ancien système qui a été renversé. Alors, j'espère sincèrement que le président Roch Marc Christian Kaboré, qui pendant plusieurs années, vous l'avez rappelé, a été l'un des hommes forts de l'ancien régime, du régime Compaoré, aura compris les aspirations du peuple burkinabé et sur la base du programme qu'il a été élu, permettra effectivement de nous sortir d'une situation de pauvreté inacceptable. Mais juste pour comprendre, vous savez, aujourd'hui, l'Afrique souffre de ses dirigeants, en sens qu'on parle de bonne gouvernance, et c'est pas évident. Mais ce que le peuple burkinabé souhaite aujourd'hui, c'est que les peuples africains, c'est à quoi les peuples africains aspirent aujourd'hui, c'est de voir une redistribution des biens de ces pays-là, ce qui n'est pas toujours local. Et voilà, une fois qu'un homme installé à la tête du pays, il est difficile de respecter les engagements pris. Aujourd'hui, quand vous observez ceux qui sont à la diaspora et ceux avec qui vous avez des contacts au niveau du Burkina Faso, pensez-vous qu'effectivement l'homme qui a été porté à la tête du pays aujourd'hui aura les moyens de pouvoir répondre à ces demandes-là? Alors, j'ai la faiblesse de croire qu'une chose est définitivement impossible au Burkina Faso, c'est-à-dire des hommes qui vont arriver au pouvoir pour s'enrichir ou pour gérer le bien commun de façon gabégique, de façon patrimoniale, de façon planique et individualiste. Je pense que ça, n'est désormais plus possible au Burkina Faso. Le peuple burkinabé l'a prouvé par 2 fois. La première fois en renversant le président Compaoré, qui avait mis en place un système familial de gestion du pouvoir, et ensuite en empêchant ses affidés, notamment le général Guinguéré, de prendre le pouvoir à la mi-septembre dernier. Donc je pense que le président Roch Marc Christian Kaboré est averti sur ces questions-là. La gestion hégémonique patrimoniale du pouvoir ne sera plus possible au Burkina Faso. Alors, oui. En ce qui concerne le programme même en tant que tel, je pense que le peuple va rester également vigilant sur ce point-là. Il a promis un certain nombre de choses. Bon, bien évidemment, dans l'euphorie de la campagne politique, il y a les envolées lyriques, il y a ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et dans le domaine de ce qui est possible, il me semble qu'un certain nombre de mesures ne relèvent pas de l'impossible. Il peut effectivement les appliquer, s'il décide de les appliquer, de sortir la population burkinabé, de sortir le peuple burkinabé d'une certaine indigence. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, et les acteurs politiques qui ont pris part à la campagne présidentielle ont montré qu'il était temps, que le peuple est mature, qu'il était temps pour eux de faire des propositions concrètes plutôt que de vouloir simplement accéder au pouvoir pour le pouvoir. Marcelin Sommet, vous savez, beaucoup d'observateurs avertis ont toujours reconnu que les dirigeants en place
sur le continent africain sont pour la plupart des lieutenants, passez-moi l'expression, des sous-préfets de leurs patrons qui sont en Occident. Pensez-vous que Roch Marc, qui prend le pouvoir, qui arrive au pouvoir aujourd'hui, pourra se défaire de ce jour-là? Eh oui, c'est toute la problématique de la France-Afrique. Il faudrait un jour que nos dirigeants se rendent compte qu'ils soient élus par les populations, par leur peuple, par les populations africaines, et non pas par les peuples, le reste du monde, ou les Occidentaux, ou encore moins la France. Et sur ce point-là, je dois dire que je suis quand même un peu, j'étais quand même un peu déçu, voire surpris, que les premiers mots donc du président Roch Marc Christian Kabore, à ce qui m'est revenu, a été sur par exemple sur la chaîne de télévision France 24. Avant même de s'adresser au peuple et à la nation, aux médias locaux, on s'adressait à l'opinion internationale. Alors que le combat qui a mené à son accession au pouvoir était un combat définitivement et totalement interne au peuple burkinabé. Nous n'avons bénéficié d'aucune aide extérieure pour sortir de cette crise-là. Donc, il a été élu par le peuple burkinabé. Donc, sa première adresse, à mon sens, devait être réservée au peuple. Alors, c'est dommage, mais il faut effectivement qu'on sorte de ce cercle vicieux. J'espère que le président Roch Marc Christian Kabore sera l'un de ces précurseurs-là, mais je n'ai pas là-dessus, je ne sais pas comment on pourra sortir de cette dépendance, à croire qu'il faut toujours plaire à l'Occident pour rester au pouvoir. C'est la démocratie aussi qui va mettre fin à cela. Merci beaucoup à Marcellin Sommet pour ces informations. Je rappelle donc à ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes avocat au barreau de Lyon, d'origine du Burkina Faso. Vous nous apportez ce soir votre réaction, votre sentiment après l'élection de Roch Marc Christian Kabore comme nouveau président élu du Burkina Faso. Merci. Merci Juvenal. Merci. Au revoir. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. J'ai lu hier soir à la une des journaux qu'un médecin français a découvert qu'un grand malheur menaçait le monde. Ce grand danger se nomme le sida. Mon ami docteur français m'a dit: fais attention mon cher Hilarion, car il existe aujourd'hui sur la terre une maladie qui s'appelle sida. Un beau matin je me suis levé, pas pour me rendre à mon travail, mais toutefois vers un hôpital, me renseigner sur le sida. J'ai rencontré des belles infirmières qui bavardaient avec des infirmiers, accompagnant monsieur le docteur qui rendait visite à ses malades. J'ai demandé pardon mon docteur, je m'excuse de vous déranger. Je veux savoir ce que c'est le sida, ce grand fléau dont on parle tant. Il m'a dit que le sida c'est le mal du siècle, maladie d'amour, maladie du sexe. Il m'a dit que le sida c'est le mal du siècle, maladie d'amour, maladie du sang. J'ai crié, quel malheur pour l'humanité, que va devenir le monde s'il faut mourir en faisant l'amour. Le docteur arrive, il m'a dit tu es stupide mon cher, après tout tu dois mourir, un jour comme un autre. Si vous vivez trop, il y aura l'accès de foie. Si vous mangez trop, tant pis pour vous, c'est l'estomac. Il y a les avions, les voitures, il y a toujours la mort. Il va mourir, un jour comme un autre. Aïe aïe aïe. Il m'a dit que le sida c'est le mal du siècle, maladie d'amour, maladie du sexe. Il m'a dit que le sida c'est le mal du siècle, maladie d'amour, maladie du sang.
Zone Tropicale, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Priorité au direct, nous repartons dans la cité phocéenne où se déroulent les assises nationales de la lutte contre la négrophobie. Nous sommes en direct donc avec le président du Conseil représentatif de l'association noire, M. Georges Lutin. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir. Vous avez pris l'habitude effectivement de nous apporter des éclairages sur des questions relatives donc à ce combat. Dites-nous, après avoir participé à cette rencontre, est-ce que vous pensez que le combat contre la négrophobie aujourd'hui peut être entendu en France? Je crois que oui, car il y a beaucoup de gens qui sont sourds, mais nous savons parler très fort. Donc il y a des choses qui avancent. La reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité a été acquise, c'est la loi Taubira. Maintenant, nous nous battons pour obtenir des réparations. Ici à Marseille, nous proposons avec les associations locales que l'espace Colbert, qui porte le nom de quelqu'un qui a organisé un crime contre l'humanité, eh bien, cet espace soit affecté à un musée de l'esclavage ou un centre des cultures d'Afrique et des diasporas, enfin, quel que soit le nom. Voilà des combats d'aujourd'hui pour que les choses avancent. Vous voyez, donc on n'est pas du tout dans le pessimisme, nous avançons. Ce qui est aussi impressionnant, c'est que pendant qu'on avance, on a l'impression aussi que ces dernières années, le racisme s'est un tout petit peu institutionnalisé. C'est-à-dire, on entend des choses dites par des élus qui sont quand même effroyables. Alors vous avez raison. Il y a autour de Christiane Taubira et plus généralement en France des dérapages à répétition qui ont été finalement banalisés par la banalisation du Front National. Donc nous avons à combattre contre cela, c'est évident. Mais pour moi, le racisme, c'est pas seulement une affaire de propos. Vous savez, le racisme, c'est des entreprises de BTP, d'automobiles, dans lesquelles, quand vous êtes noir ou arabe, vous êtes ouvrier, vous êtes embauché au SMIC et vous partez à la retraite au SMIC, sans évolution salariale. C'est des entreprises où, effectivement, vous êtes toujours méprisé, rabaissé, et ça, c'est le racisme invisible. Les paroles racistes ne sont que la face émergée de l'iceberg. Il y a des choses encore plus graves et encore plus invisibles, et c'est contre cela que nous devons nous battre également. Qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui, qu'est-ce qui peut donner un réel espoir à ceux qui nous entendent ce soir par rapport à ces différents combats, c'est-à-dire la discrimination, pour l'appeler aussi comme cela, c'est une autre forme, discrimination à l'embauche, discrimination à l'emploi et à l'embauche, au logement et toutes ces discriminations que les personnes venues d'ailleurs rencontrent en France. Qu'est-ce qui pourrait donner un espoir aujourd'hui quand on assiste par exemple à ce colloque? Oui, ce sont justement en fait ces discriminations collectives qui nécessitent une réponse collective. C'est ce qu'on appelle les actions de groupe contre les discriminations, les class actions comme on dit aux États-Unis. Donc nous avons lancé une campagne en ce sens. Une proposition de loi a été rédigée avec Razi Hamadi, le député de Montreuil. Elle a été approuvée par l'Assemblée, le Sénat, et elle devrait être approuvée à nouveau en janvier prochain en deuxième lecture. Ça veut dire quoi concrètement? Lorsque les gens sont discriminés de manière collective, ce qui est très souvent le cas, ils pourront désormais porter plainte de manière collective parce qu'il faut s'unir pour ne pas subir. Donc voilà un outil très concret qui va nous faire monter d'un cran, c'est le cas de le dire, et aborder des problèmes avec des outils véritablement plus forts, plus puissants. Ça, c'est une source d'espoir pour nous, pas seulement d'ailleurs pour le racisme, mais pour toutes les discriminations. Quand on parle d'égalité homme-femme, quand on parle d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, toutes ces discriminations pourront désormais être abordées avec des outils renforcés, et ça, c'est une campagne du cran. Merci beaucoup à Louis Georges Lutin. On sait combien votre emploi du temps, votre agenda est assez chargé. Vous avez accepté de répondre à nos questions. On espère vous retrouver une prochaine fois. Merci de votre invitation. Et bonne soirée. Au revoir. Donc, c'était Louis Georges Lutin, le président du Conseil représentatif des associations noires de France, et qui a assisté aux assises nationales de lutte contre la négrophobie qui se tiennent ce soir à l'hémicycle de la région PACA. Ce colloque qui est organisé par le collectif des Rosas, ces jeunes dames qui s'inspirant de ce geste, on va dire, ô combien héroïque de la jeune femme noire Rosa Parks, qui le 1er décembre 1955, donc, a refusé de donner sa place à un blanc dans un bus de l'Alabama. Arrêtée et condamnée à payer une amende, elle est devenue aujourd'hui le symbole même de la lutte contre la ségrégation. Radio Pluriel, numéro 1 sur la diversité. Dans ce studio, nous sommes avec Emmanuela Chodanga, qui est animatrice dans l'association AIDS qui lutte contre les IST et le sida, fait de la sensibilisation. Avant de repartir à Marseille, vous nous parlez effectivement aujourd'hui du travail que vous faites sur le terrain. Indépendamment du sida,
Est-ce que dans votre démarche aujourd'hui, le fait d'être noir pose problème quand vous allez rencontrer les uns les autres? Pour moi, Pour vous-même, en tant qu'animatrice? je vais beaucoup plus, mes actions sont plus ciblées sur la population africaine. Ah, du coup, c'est très facile pour vous. Ou pas facile, même au sein de la population africaine, il y a des choses qui se disent, mais D'accord. je ne m'en préoccupe pas. Bien. Sur tout autre point, on revient sur le sida qui, aujourd'hui, nous sommes à la journée mondiale de lutte contre le sida. Au niveau des chiffres, est-ce que vous croyez qu'on peut espérer que demain, il y aura une régression? Aujourd'hui, les chiffres sont assez stables. Comme je disais tout à l'heure, selon les dernières données, par exemple, en 2003, en France, il y avait 7647 personnes qui avaient découvert leur séropositivité. Aujourd'hui, en 2013, il y en a eu 6220. Je pense que ça a légèrement un peu baissé. Légèrement. Oui, ça. Mais est-ce que vous avez les chiffres, par exemple, de la population issue de la diaspora noire? Quand on prend les données, en gros, au niveau de la France, il y a 2300 personnes hétérosexuelles qui sont nées à l'étranger. Ah, donc quand il y a l'étranger, il n'y a pas un distinguo clair entre ceux qui viennent d'Afrique et ceux qui viennent d'autres destinations? Oui, il y en a, tu la viens, l'Afrique subsaharienne. Afrique subsaharienne, oui. Et puis voilà, il y a les autres aussi. Et si je peux vous donner les chiffres de... En 2011, les migrants d'Afrique subsaharienne, il y avait 32% de l'ensemble de découvertes. 32%. Parmi tout ce groupe-là, c'était 32% de personnes qui avaient découvert leur séropositivité. Donc, du coup, il y a les Camerounais, les Ivoiriens, le Congo Brazzaville, Guinée, Congo Kinshasa. On en vient à vous donner même les origines carrément. Oui, à peu près. Puisque ça me concerne. Donc. C'est curieux parce que dans d'autres secteurs, effectivement, on n'accepte pas de nous donner en fait ces chiffres-là en fonction des origines. Si vous avez donné un truc en gros, c'est vrai. C'est pas contre vous en fait. C'est comme pour dire effectivement que dans certains secteurs comme celui-là, on vous donnera donc, on vous dirait que ceux qui viennent du Congo, du Cameroun, du Nigeria font, voilà, ils ont un tel pourcentage, mais pour d'autres situations, on n'en a pas. Pour parler également du SIDA, il y a une autre association qui œuvre aujourd'hui sur le terrain, toujours à Lyon. Oui. À Lyon, on dit aussi la France, on l'appelle ASAE, et dont la présidence a voulu nous faire donc un témoignage ce soir. Je ne sais pas si elle est déjà en ligne. On nous fait signe qu'elle est là. Madame Marie-Rachel Amougou, si vous êtes avec nous, bonsoir. Bonsoir, monsieur Noël. Bien, votre association aujourd'hui, que je connais un tout petit peu par expérience, en fait aussi la sensibilisation et la prévention sur tout ce qui est VIH et SIDA. D'expérience, les personnes que vous rencontrez aujourd'hui, est-ce qu'elles acceptent volontiers d'échanger sur ce sujet? Vous dites, est-ce que les personnes sont sensibilisées? Oui, c'est-à-dire ceux auprès de qui vous faites la sensibilisation, est-ce qu'ils échangent? Est-ce qu'ils acceptent de discuter sur, par exemple, le port du préservatif, le dépistage? Oui. Toutes les personnes que je côtoie, les personnes que je reçois en ce moment, surtout les jeunes, ils sont d'accord pour le port du préservatif parce qu'ils sont conscients de ce qui se passe en ce moment. Dites-nous, est-ce que alors, peut-être que je vous interromps parce que là, on a du mal à vous entendre. Je ne sais pas si votre téléphone, vous l'avez tout près de vous. Est-ce que vous m'entendez correctement de l'autre côté? Oui, moi je vous entends. Et vous m'entendez là? Parce que la qualité est assez relative et approximative. Est-ce que ces personnes acceptent de se faire dépister aujourd'hui? Pardon? Dans les lieux de sensibilisation où vous allez, est-ce que les personnes acceptent volontiers de faire un dépistage? Oui, il y a certaines personnes qui acceptent de faire le dépistage et d'autres n'acceptent pas parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas savoir. Et pourquoi ils ne veulent pas savoir? C'est plus dangereux comme cela? Ils ne veulent pas savoir tout simplement parce qu'ils ont peur. La peur de savoir qu'on a le VIH, qu'on a le virus du VIH. C'est la peur. Ne serait-il pas mieux de savoir quelle question, voilà, de commencer à utiliser la trithérapie qui permet quand même de pouvoir vivre avec? Oui, mais en ce moment, vous savez que la trithérapie permet de vivre avec le VIH-Sida, mais la trithérapie n'éradique pas le virus du sida dans l'organisme.
Lorsque vous avez le VIH, lorsque vous avez le virus du sida, la trithérapie ne vous permet pas d'éradiquer ces virus dans le sang. Le virus du sida, lorsque vous l'avez, il est chronique et évolutif. Il est chronique et évolutif. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les personnes, franchement, ne veulent pas savoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir monsieur, Au revoir. merci. Une chose est sûre, c'est qu'il ne passera pas par moi. Arsonic bande de ma game, c'est Migrate et Démonique. Watch it! J'entends parler du sida, qu'il est passé par là. Une chose est sûre, c'est qu'il passera pas par moi. Good boy, faut te protéger. La vie est un long combat inachevé. Doucement, jeune fille, faut pas oublier. J'entends parler du sida, qu'il est passé par là. Une chose est sûre, c'est qu'il passera pas par moi. Good boy, faut te protéger. La vie est un long combat inachevé. Doucement, jeune fille, faut pas oublier. C'est l'amour avec un grand âge, je veux bien le faire tous les jours. Mais j'ai convaincu qu'on le sida, je veux me couper le parcours. À toutes les maîtresses et les amants qui se la donnent. Il ne faut pas que ça cesse, mais il pourrait y avoir mal donne. Écoute mon pote, même si personnellement tu n'aimes pas ça, mais que les capotes, tu verras finalement c'est mieux comme ça qu'il paraît. Mais que c'est propre, tu peux même les gonfler en blanc. Comme pour moi, il y a un hic, car je n'aime pas le top. C'est d'accord, c'est prototypique, voilà ce que tu m'as saisi. J'adore, oui, l'amour sans plastique, on risque d'être compromis. Mais en fait, avons-nous bien compris? Le verbe aimer se conjugue-t-il comme ceci? J'entends parler du sida, qu'il est passé par là. Une chose est sûre, c'est qu'il passera pas par moi. On doit te protéger. La vie est un long combat inachevé. Doucement, jeune fille, faut pas oublier. J'entends parler du sida, qu'il est passé par là. Une chose est sûre, c'est qu'il passera pas par moi. On doit te protéger. La vie est un long combat inachevé. Doucement, jeune fille, faut pas oublier. La maladie s'est répandue sur toute la terre, installant la terreur et en enlevant beaucoup de vies humaines. Men, répandue sur toute la terre, installant la terreur et en enlevant beaucoup de vies humaines. Men, certains ont attrapé le sida parce qu'ils étaient junkies. Les junkies ont besoin d'aiguilles, même si elle a déjà servi. Je suis pas un idiot, touche pas à la pedo. J'ai pas envie de mourir trop tôt. Elle s'est répandue sur toute la terre, installant la terreur et en enlevant beaucoup de vies humaines. Men, répandue sur toute la terre, installant la terreur et en enlevant beaucoup de vies humaines. J'entends parler du sida, qu'il est passé par là. Une chose est sûre, c'est qu'il passera pas par moi. On doit te protéger. La vie est un long combat inachevé. Doucement, jeune fille, faut pas oublier. J'entends parler. Merci donc pour cette brève ponctuation musicale. Retour dans ce studio 91.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. Bien, pour ceux et celles qui prennent le train marche, ce soir nous recevons dans ce studio Madame Emmanuela Chonanga, qui est animatrice dans l'association AIDS, qui lutte, qui fait la prévention, la sensibilisation et l'information sur le VIH/SIDA et les IST. Avant de se passer dans la deuxième partie de notre magazine qui est consacrée au débat radiophonique, dites-nous pourquoi, à votre avis, certaines personnes n'acceptent pas de se faire dépister? Non, c'est la peur de savoir. Donc c'est le déni. Oui, oui, un peu. Il y a le déni. Trithérapie, est-ce qu'elle permet de vivre normalement? Oui, aujourd'hui, les antirétroviraux, les thérapies qui existent, quand ils sont bien pris, qu'il y a une bonne observance, on a une espérance de vie assez égale à une personne séronégative. La question, parce que j'ai entendu dire que c'était assez lourd quand même à supporter. Ben, comme tout médicament, il peut y avoir des effets indésirables, mais il y a tellement un panel d'antirétroviraux que le médecin est habilité à choisir en fonction de ce que la personne peut supporter ou ne pas supporter pour adapter son traitement. Donc, en fait, pour comprendre, celui qui est souffrant du VIH/SIDA, en apparence aujourd'hui, est-ce qu'il a l'air normal? Oui, une personne qui est sous thérapie, ça ne se voit pas, c'est pas écrit sur son front. Si elle ne dit pas qu'elle est séropositive, on ne peut pas le savoir. Et puis les thérapies, ça ne se réduit pas à une dizaine de comprimés comme avant, quand ça avait commencé avec les AZT, les bithérapies, ça peut se réduire à 1 ou 2 comprimés en fonction de la charge virale de la personne. Bien, nous allons passer donc à la deuxième page de notre magazine consacrée au débat radiophonique et comme ce mois, nous réfléchissons sur les dérives religieuses. Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel.
En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Bien. Comme il le dit bien, quand on vit dans un pays, il est important de respecter la loi de ce pays. Dans le cadre de notre réflexion radiophonique de ce mois, nous réfléchissons donc, passez-moi à la répétition, sur les dérives religieuses. Les Africains, les personnes d'origine africaine sont musulmanes, elles sont chrétiennes, elles sont bouddhistes, quelques-uns sont animistes. On en vient pour la question de savoir si, avant l'arrivée de ces religions dites, on va dire importées, l'homme d'origine africaine connaissait la divinité. Dans le cadre de notre magazine, les questions pour nous, de poser la question aux uns et aux autres. Y a-t-il encore aujourd'hui un besoin d'aller remplir les églises alors que les Occidentaux, par exemple, qui nous ont apporté le christianisme, ils vont que occasionnellement, lors de l'occasion d'un baptême, d'un mariage, d'un funérail ou encore peut-être une première communion. Et donc, nous, on semble découvrir l'eau chaude alors qu'effectivement, cela semble ne pas être le cas. Emmanuel Chunanga, j'ai entendu dire que certains Africains pensent que, par exemple, certaines maladies sont lancées, passez-moi l'expression, dans la sorcellerie. Est-ce que ces genres de choses, vous l'avez aussi entendu? Oui, je suis une Africaine. Hein. Oui. Je sais que, en parlant du sida, quand j'étais dans mon passé sage-femme en Côte d'Ivoire, quand on parlait de VIH ou de sida, les gens pensaient que c'était un problème de sorcellerie, c'était un sort qu'on leur avait lancé. Vous-même, est-ce que vous êtes croyante? Oui. Vous pratiquez une religion? Oui. Votre inscription, c'est de quel côté? Je suis protestante. Protestante, donc chrétienne? Oui. Est-ce que vous êtes pratiquante? Oui. Qu'est-ce que cela vous apporte dans votre vie aujourd'hui? Ça m'apporte la paix. La paix. C'est pas la... Bien. C'est une question de foi. C'est vrai que je ne mets pas sans doute la foi, c'est vrai, ou on l'a pas. J'ai envie de dire aujourd'hui, on peut pratiquer sa religion. Je veux dire, on peut être croyant sans forcément appartenir à une religion aujourd'hui. Question de point de vue. Tout est sur Internet. On peut aller lire sa Bible sur la toile. Mais par la exemple. vérité se trouve pas sur Internet. La vérité. On peut lire la Bible sur la toile. On peut aller sur Internet, on trouve de tout. Mais vivre en communauté, partager sa foi avec les autres chrétiens, c'est une question. Ah, ça c'est bien dit, vivre en communauté. Oui, ça crée une fraternité. Hein, non? Ça c'est intéressant. Mais d'où vient-il que on rencontre des personnes qui, à cause, par exemple, d'une rupture sentimentale, d'un problème professionnel, d'un souci même administratif, se retrouvent dans une, on va dire ça comme ça, dans une religion, dans un groupe de prière, c'est pas dans une église réveillée, et elles s'enfoncent plutôt. Pourquoi elles s'enfoncent? Dans le sens qu'une femme qui, par exemple, a des problèmes sentimentaux, les enfants ne lui obéissent plus, se retrouve dedans et elle se plaint de ce que, bon voilà, elle ne retrouve pas la paix parce qu'il y a plus de 10 années dans ce groupe que quand elle était toute seule. Ça dépend de l'objectif qu'elle s'est fixé. Quand on va vers la religion, quand on va partager, on va pour se disposer, pour intercéder pour son enfant, pour qu'il puisse changer. Pour qu'il change. Est-ce que vous ne trouvez pas bizarre le fait que ceux-là même qui nous ont apporté cette Bible, par exemple le cas du continent africain, ils vont de moins en moins? C'est pas curieux pour vous? Ça, c'est un point de vue. Vous parlez de la religion catholique, parce que la religion catholique aujourd'hui, effectivement, c'est la première église, et que de plus en plus en Europe, on voit, mais il y a d'autres églises, d'autres doctrines qui sont là où les gens ne les emplissent pas. Est-ce que vous voyez, vous êtes protestant, vous avez dit? Oui. Vous voyez beaucoup de Français dans votre église, par exemple? Oui. Ils sont nombreux? Oui. Ah, d'accord. Il y a beaucoup d'églises protestantes réformées, il y a des Français qui y vont. Ils sont nombreux? D'accord. On va prendre donc, on fait ci qu'il y a un auditeur qui est déjà en ligne, on va le prendre. Madame ou monsieur, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Cher monsieur, comment vous appelez?
Stanislas. Vous nous appelez d'où? De Lyon. Bien. Précisément de Villeurbanne. De Villeurbanne, très bien. La question, je la pose tout simplement. Est-ce que vous êtes croyant, vous? Je suis croyant pratiquant. Croyant pratiquant de quelle religion? Protestant évangélique. Évangélique. Ouais. Dites-nous. Alors j'aimerais tout simplement participer à l'émission. Allez-y. La dame parlait tout à l'heure, ou bien vous disiez tout à l'heure que les gens, quand ils rentrent dans nos églises, au lieu d'avoir la paix, ils ont des problèmes. Donc le problème, c'est que y a beaucoup de gens qui s'improvisent pasteurs parce qu'ils n'ont pas compris le rôle d'un pasteur. Voilà. Un pasteur, c'est un berger, c'est pas un prédicateur déjà. Donc c'est quelqu'un qui a une vision, qui amène les gens, qui les accompagne dans leur démarche. Aujourd'hui, malheureusement, dans nos communautés précisément africaines, on manque beaucoup d'outils parce que beaucoup se disent appelés. Ils comptent sur l'onction de Dieu et puis ils oublient que l'appel ne dispense pas de la formation. Tu peux être appelé. Excusez-moi de vous couper. Vous parlez d'appel. Voilà. Mais à quoi on peut reconnaître celui qui est appelé, celui qui ne l'est pas, lorsqu'on est un croyant ordinaire? Voilà, il y a beaucoup de confusion au niveau de ce que c'est que la notion d'appel. On pense que quand on est appelé à évangéliser ou bien on est appelé à prêcher, c'est ça l'appel. Un simple mécanicien qui est dans son garage en train de travailler, il est dans son appel. Mais c'est compliqué tout ça parce que moi je prends le cas de quelqu'un qui vient d'Afrique, il est à la recherche d'un bonheur certain ou d'un certain bonheur et puis il fait face à des difficultés administratives ou alors même sa vie familiale va dans tous les sens et du coup il y a un ami qui lui dit viens on va aller prier. À quoi lui va reconnaître si il saura si le pasteur qui est là devant c'est pas il répond à l'appel ou pas du tout? Quels sont les signes par exemple? Le problème c'est que une église c'est un tout. Donc, une église doit être structurée parce que quelqu'un qui vient à l'église, qui a des difficultés, qui a des problèmes et que tu lui parles de Dieu, je pense que la personne ne sera pas réceptive. Donc, il faut toute une structure pour accompagner les gens sur le plan. Jésus, il a fait beaucoup de social. À un moment donné, quand il prêchait, il a constaté que les gens ont faim. Il a donné aux gens à manger. Donc, des fois, c'est ce qui fait défaut dans nos assemblées. Voilà. Pour parler de... On se calque sur le spirituel et le social, on oublie. Mais alors, dites-nous un peu, dans ce cas, est-ce que j'ai besoin d'aller dans une église pour retrouver tout cela? Oui, une église, c'est une structure. C'est parce qu'aujourd'hui, nos églises ne sont pas structurées. Si l'église est tellement structurée, il y a tout. Est-ce que vous avez... Alors, dans votre cas, vous êtes pratiquant, est-ce que vous, par exemple, appartenez à une structure organisée comme du genre ici? À Lyon? Saisi. Est-ce que vous-même appartenez à une structure organisée à Lyon? Bien sûr. Vous n'avez jamais eu vent de dérapage de ce dont on parle ce soir? Les dérapages, il y en a beaucoup. Les dérapages, il y en a beaucoup parce que les gens ne sont pas formés. Donc, la Bible dit, si l'outil n'est pas aiguisé, tu vas mettre beaucoup d'efforts. Donc, il faut que les gens soient aiguisés et tout formés. Donc, il manque de formation. Bien. On se cache derrière l'onction. Voilà. Merci Stanislas pour votre participation. On me fait signe qu'il y a un autre auditeur qui voudrait intervenir. Madame ou monsieur, bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je reconnais la voix de notre consultant Henri Tiki. Quelle est votre participation? Dites-nous. Parce que Stanislas nous présente quelque chose de très intéressant, au sens que aujourd'hui, les gens ne sont pas formés. Et ça, à mon sens, en tout lieu et quelle que soit donc la raison pour laquelle les uns et les autres se retrouvent, il faut des personnes formées pour pouvoir guider les uns les autres. Oui, mais j'aimerais savoir pour pouvoir les guider, où, par rapport à quoi, quel enseignement? C'est pour enseigner la Bible. Moi, je ne la théologie, tout simplement, par exemple. Pour faire quoi? Pour la théologie, il faut quand même Mais la théologie enseigne quoi? Quel est l'enseignement? D'où vient l'enseignement de la théologie que eux ils apprennent dans les églises? Moi, je ne me reconnais pas en la Bible et je ne comprends pas pourquoi les Africains prennent la Bible comme critère d'enseignement théologique. Vous avez tout un enseignement traditionnel qui est un enseignement qui permet une évolution spirituelle. Qu'on retrouve où?
dans ce cas-ci. Mais il y a des universités panafricaines, il y a des écoles, il y a des livres. Mais Henri Tiki, je vous coupe, mais je veux comprendre. L'Afrique n'est pas une tradition orale comme on vous a fait croire. Il y a des documents, il y a des livres qui existent. On a nos racines traditionnelles. Aucun arbre ne se développe avec les racines venues d'ailleurs. Très bien. C'est pour ça que l'Afrique est en déperdition. Henri Tiki, les peuples africains qui ont conservé leur tradition, si vous remarquez, sont les plus avancés. Merci Henri Tiki. Je suis obligé malheureusement de vous couper parce que le temps qui nous est imparti arrive à son terme. On vous prend rendez-vous mardi prochain pour prolonger ce que vous venez de dire. C'est fort intéressant qu'effectivement, il faut effectivement des racines pour qu'on puisse se retrouver. Mesdames, messieurs, sur cette belle phrase d'Henri Tiki, notre consultant, que nous allons prendre congé de vous. Merci à Emmanuel Achonanga pour sa contribution. Merci. Donc, rappelez également que ce soir, donc, dans la cité phocéenne, à Marseille, dans l'hémicycle, donc, de la région PACA, se tiennent donc les assises nationales de la lutte contre la négrophobie. C'est aussi la journée mondiale de lutte contre le sida. Pour ceux qui veulent donc connaître tout cela, dans les résultats, on en parlera dans la prochaine fois. On est obligé donc de conclure comme ça au pas de course. Donc, il faut faire la prévention. Permettez aux uns aux autres de vous parler et écouter. Prenez donc de manière objective dans tous les messages de sensibilisation pour se protéger contre le VIH et les IST. Merci à la réalisation Seren Nessi Bouloukoui. Dans vos délicates oreilles, je suis Juvenal Noël, votre humble serviteur. Rendez-vous pris mardi prochain à la même heure. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous.